Que pensez-vous de ces nominations? Merci beaucoup. Oui, il faut remonter au 9 janvier 2024. C'est ce jour-là que par décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024, le président de la République a pris un décret pour officialiser son intention de nommer des ministres conseillers à la présidence de la République. Ce même jour de 9 janvier 2024 a été pris le décret 2024-007 du 9 janvier 2024 portant la liste du nombre de ministres conseillers à nommer. Puis, depuis janvier 2024 jusqu'au 11 décembre 2024, rien ne s'est passé. Et c'est ce 11 décembre, justement, 2024, que les nominations ont eu lieu. Premier élément, le décret 2024-007 du 9 janvier 2024 a listé 12 postes de ministres conseillers. Ces 12 postes ont été respectés. Deuxièmement, le décret 2024-006 du 9 janvier 2024 a donné les attributions de ces ministres conseillers. L'élément important qu'il faut retenir, j'ai eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, on a écouté les uns et les autres, il s'agit de postes politiques. C'est-à-dire? Le poste politique n'a pas besoin d'une quelconque spécialité pour être à ces postes politiques. En d'autres termes, en d'autres termes, oui. Il ne fallait pas attendre à ce que on puisse puiser dans le test normal les hauts fonctionnaires de l'État, des agents pour occuper le poste de ministre conseiller. À titre d'exemple, on connaît sur tous les toits, dans tous les pays du monde, que les postes politiques sont prévus et les nominations à ces postes politiques reviennent essentiellement du pouvoir discrétionnaire du chef du gouvernement. On a vu que, par exemple, ici au Bénin, actuellement, le ministre de la Défense est un médecin civil. Médecin civil, il est docteur en médecine. Et pourtant, il est ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, actuellement au Bénin, oui, c'est un médecin civil. C'est un médecin, docteur en médecine. Donc, personne n'a crié pour dire pourquoi on a nommé médecin au poste de ministre de la Défense. Pourquoi on a nommé médecin au poste de ministre de l'Intérieur, etc. On peut continuer. Ça fait donc premier élément. Deuxième élément qu'il faudrait également signaler. Tous ceux qu'on a nommés, il y a eu beaucoup de cas sur les réseaux sociaux pour dire X n'est pas compétent, Y n'est pas compétent, Z n'est pas compétent. Faisons attention. Vous parlez de qui là? Non, je ne veux citer personne. Oui. Mais on estime que X n'a pas la compétence nécessaire pour occuper le poste de ministre conseiller de ceci. Y n'a pas la compétence nécessaire d'occuper le poste ministre conseiller de cela, etc. J'ai dit il faut faire attention. Parce qu'on connaît parfois des gens avec des cursus donnés qui ont évolué et qu'on ne connaît pas. À titre d'exemple concret, sous le président Mathieu Kérékou, il y avait une situation qui nécessitait une compétence donnée pour s'occuper d'un projet donné. Les partenaires techniques et financiers ont fait le tri avec l'appel à candidature et ont retenu quelqu'un qui avait le doctorat en économie, spécialité développement. Quand le dossier a été présenté aux autorités compétentes de ce ministère-là, le ministre a dit non, celui-là, ah, moi, je le connais. Nous sommes restés ensemble dans le même quartier. Il est infirmier.
Il n'a pas le diplôme de docteur en économie, à plus forte raison, l'économie, développement. Il dit, ah bon? Ok, on l'a mis de côté. Puis, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et au retour, les partenaires techniques et financiers ont dit, ah, on n'a pas pu prendre celui qui a été retenu scientifiquement parce que le ministre a dit ceci, a dit cela. Les gens ont réagi au niveau du ministre. Pour dire, mais non, pourquoi? Il dit, oui, non, lui là, je le connais bien, il est infirmier, il ne peut pas. Ah bon? Ils ont apporté les diplômes. Le ministre a regardé et dit, non seulement il est docteur en économie, non seulement il a fait la spécialité développement, comme moi, parce que le ministre aussi a été docteur en économie, il a fait la spécialité développement, mais encore il a ajouté, ce monsieur a eu le diplôme avant moi, et il a présenté les excuses. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand les gens soutiennent leur doctorat, on le passe à la presse, mais tout le monde n'a pas envie de se faire publier à la presse ou pour dire j'ai ci, j'ai ça, etc. Donc, ces deux éléments-là sont importants pour dire. Quel est le vrai problème, en fait, en matière de nomination des ministres conseillers? C'est le problème de train de vie de l'État. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Les finances? Oui, parce que les gens se disent, voilà la situation, l'économie est morose, tout le monde sait qu'il y a des problèmes qui se posent dans le pays, tout le monde sait ce que gagne un agent permanent de l'État, ce que gagnent les professeurs agrégés, titulaires et tout, mais on sait que quand on mène en politique, les salaires sont ce que tout le monde imagine, puisqu'on n'a jamais les décrets pour savoir ce que ça va donner. Donc c'est souvent des montants importants. Tous ces conseillers, tous ces ministres conseillers auront véhicule, ils auront bureau, ils auront indemnité, ils auront ceci, ils auront cela. Le même jour, 11 décembre 2024, on a confirmé la nomination des membres du Conseil économique et social. Je voudrais vous rappeler qu'en 2017, à l'avènement du président Patrice Talon, la première tentative de révision de la Constitution en 2017 soustrayait déjà de la liste le Conseil économique et social. Motif, structure budgétivore. Ça n'a pas marché puisque l'Assemblée a rejeté cette première tentative de révision de la Constitution. Bon, en 2019, la révision a eu lieu, mais ils ont maintenu le Conseil économique et social. Depuis 1994 jusqu'à 2003, jusqu'à 2023, de 1994 jusqu'à 2023, le nombre de personnes au Conseil économique et social était 30. Et on avait estimé à l'époque que c'était beaucoup, c'était budgétivore, il fallait supprimer. Mais, contre toute attente, la révision de la loi organique sur le Conseil économique et social a plus que doublé le nombre. Quand vous prenez les nominations qui ont eu lieu le 11 décembre 2024 par le chef de l'État, le nombre des membres du Conseil économique et social retenus dépasse 60. On se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était 30, on estimait que c'était budgétivore. Maintenant, on a dépassé 60. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Les politiciens seuls peuvent répondre à cette question. Au niveau de l'Assemblée nationale seule, sauf erreur de ma part, ils ont mis 51. Alors qu'avant, l'Assemblée nationale donnait 2. Le président de la République donnait 3. Maintenant, l'Assemblée nationale a mis 51. Je ne peux pas dire, ils ont leur raison. La loi permet à l'Assemblée nationale de légiférer. Elle a légiféré, nous, on se plie, nous sommes des légalistes. Mais voilà la réalité. Autrement dit, tout ce que nous entendons par-ci, problème de ministre conseiller... Une petite digression, si vous permettez, oui. Parlant du CES. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette institution pour vous? Est-ce qu'elle doit être supprimée? Est-ce que pour vous, elle est utile véritablement à la République? Elle est très utile. Quel est son rôle pour vous? Son rôle est d'éveiller les consciences d'une part et de faire des propositions et à l'exécutif et à l'Assemblée nationale pour les éclairer sur des sujets donnés. Et selon vous, qui sont ceux qui doivent se retrouver là, selon vous?
Le Conseil économique et social... Est-ce que ça doit être une structure au sein de laquelle on doit s'en servir pour récompenser des acteurs politiques? Non. Ou des partisans. Le Conseil économique et social dans tous les pays du monde, c'est l'Assemblée des travailleurs, l'Assemblée du monde du travail. Autrement dit, ceux qui sont dans des domaines donnés, artisanat et agents permanents de l'État, partenaires techniques et financiers, comment dirais-je, au niveau du patronat, les artistes et autres doivent être dans ce creuset-là pour faire des propositions, pour étudier des sujets qui intéressent la société et les porter devant le chef de l'État, le chef du gouvernement et devant l'Assemblée nationale pour éclairer les décisions à prendre concernant donc la population, concernant justement le volet social. Voilà pourquoi on l'appelle Conseil économique et social. Et monsieur Elias, oui. Vu le nombre qui s'est augmenté, est-ce que vous pensez que cela va donner une évolution, une amélioration à ceux qu'ils sont censés jouer comme rôle? Mettons-les au travail d'abord pour voir. Ça vient d'arriver. On n'a pas encore expérimenté. On va expérimenter peut-être pour la première mandature de ce nouveau Conseil économique et social, composé de plus de 60 membres, alors qu'avant c'était 30. On criait que les 30 étaient budgétivores, maintenant c'est plus que 60. Voilà le problème. Mettons-les au travail, peut-être qu'ils vont donner des résultats que tout le monde va applaudir, et pourquoi pas, si c'est pour le bien du pays, nous sommes là pour les applaudir aussi. Et en ce qui concerne les ministres conseillers, vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux rumeurs, aux critiques et tout, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quel diplôme détiennent ces personnes-là, donc on n'a pas à les juger, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, selon vous, quelle est donc la pertinence de la création de ce poste-là? Seul le chef de l'État peut dire, puisque la loi, la Constitution donne les prérogatives nécessaires au chef du gouvernement de définir la politique et de mettre en place les personnalités qui sont en mesure de l'accompagner pour que cette politique-là soit une réalité pour le bien du pays. C'est donc le chef de l'État seul qui peut décider, et il a décidé, on va suivre. Maintenant, le problème qui se pose, en fait, c'est le problème du train de vie de l'État. Parce que, comme on le dit, tous ces 12 ministres conseillers auront véhicule, ils auront indemnité. Et tout ça là, c'est le budget national. D'ailleurs, c'est écrit dans le décret 2024-006 du 9 janvier 2024 dit expressément que le budget pour satisfaire les ministres conseillers est une ligne budgétaire de la présidence de la République. Et le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, a contresigné ce décret-là. Donc, il va donner les moyens pour le faire. Et quand vous parlez de train de vie de l'État, est-ce qu'on pourrait... Bon, je ne qualifie pas cela de budgétivore, mais est-ce qu'on pourrait dire que ces postes-là poseraient un problème de côté financier, auraient un impact négatif sur les dépenses de l'État et sur le train de vie de la population aussi? Le problème réel qui se pose aujourd'hui est ce que gagnent les agents permanents de l'État. Ce que gagne le SMIC qu'ils ont porté à 52 000. Tout le monde va sur le même marché pour acheter les biens de consommation, les biens, les denrées et autres. Tout le monde sait aujourd'hui combien de fois la vie coûte cher. Et quand on sait, même si on n'a pas le décret en main, quand on sait ce que gagnent les responsables à des postes politiques par rapport aux agents de l'État, par rapport à ceux qui sont au SMIC, ça crée problème. On se dit, pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour renforcer les hôpitaux, pour renforcer le plateau technique au niveau des hôpitaux? Il y a beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui où les médicaments essentiels manquent. Il y a beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui, ça y est, vous avez entendu parler. Dans le secteur de la santé, des efforts ont été faits par le gouvernement Talon. Quel effort? Il y a le CHIC à Mekalavi. Le CHIC, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller là-bas? Le CNHU. Mais non, ne dites pas des choses comme ça. Les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment vont se moquer de vous, mon cher frère. Vous pouvez aller au CHIC. Vous, aujourd'hui, vous savez combien ça coûte d'aller au CHIC? Combien de personnes sont en mesure d'aller là-bas?
combien d'agents permanents de l'État ont les moyens de sortir de l'argent de leur poche pour aller au chic, pour pouvoir se faire soigner aujourd'hui. Vous entendez souvent parler des dialysés qui crient tous les jours. Oui. Il y en a qui meurent de jour en jour. Mais on peut prendre peut-être cet argent-là pour pouvoir amoindrir un peu le coût de la dialyse. La dialyse dans tous les pays du monde est prise en charge par l'État parce que le coût est cher. Aucun individu n'a la possibilité de prendre les frais de dialyse en charge parce que c'est un traitement à vie. Plus vous le faites, ça vous donne quelques années de vie. Si vous ne le faites pas, eh bien vous irez rapidement dans la tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut le faire. On peut prendre cet argent-là pour améliorer le plateau technique. On peut prendre cet argent-là. Donc pour vous, Jean-Baptiste Elias, oui, lorsqu'on suit votre développement, il y a un contraste entre la vision prônée par Patrice Talon et la nomination de ce ministre conseiller. Puisque Patrice Talon, dès qu'il est venu, toutes ses actions, on sait, c'est pour quand même optimiser les ressources. Les ressources existent. N'oubliez pas que le Bénin, depuis 2016, est entré dans la ligne, n'est-ce pas, de prêt à outrance. Du prêt à outrance. Le prêt est une bonne chose. Emprunter de l'argent est une bonne chose. C'est l'utilisation qu'il faut essayer de voir pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais n'oubliez pas, quand on fait des prêts, il faut les rembourser. C'est vous, c'est moi, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants qui vont rembourser ces prêts-là. Et de ce point de vue, il faudrait les utiliser pour que ce soit à la satisfaction de tout le monde. Tout ce que les gens disent aujourd'hui en ce qui concerne les ministres conseillers, pour ma part, c'est tout simplement une idée de dire qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Parce que d'autres pensent que nous avons déjà 21 ou 22 ministres. Puis, on ajoute 12 autres ministres conseillers. Ça fait 32 ou 34. Les gens se disent tous... Non. Rappelons à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que tous les ministres conseillers n'iront pas en conseil des ministres. Les 12 auront un coordonnateur. Le décret 2024 du 9 janvier 2024 a précisé que le collège des ministres conseillers aura un coordonnateur. C'est ce coordonnateur-là qui assistera au conseil des ministres. Autrement dit, les 11 autres n'iront pas forcément tous les jours au conseil. Ça veut dire que lui, il est un super ministre conseiller, lui, le coordonnateur. Donnez le titre que vous voulez. Un représentant. Non, super. Mais le décret a bien dit que c'est le coordonnateur qui ira, lui, au conseil des ministres. Donc c'est lui qui rencontre maintenant au collège. Maintenant, les 12 iront sur le terrain. Et le décret a prévu que les préfets, les autorités administratives puissent les accompagner pour l'accomplissement de leur mission. Et ça fait des frais aussi. C'est tout. Tout le reste, il faudrait les nuancer. Vous êtes béninois, Jean-Baptiste Elias, si vous permettez très bien. Vous êtes béninois, on a vu au lendemain de ces nominations-là, même dans des soutiens de Patrice Talon, dire être déçus parce qu'ils ont constaté que parmi les ministres conseillers nommés, il y a des gens qui cumulent par exemple des postes. Parmi les ministres conseillers, on voit qu'il n'y a pas véritablement de visage véritablement jeune. Il n'y a pas de jeunes, alors qu'il y a plein de jeunes acteurs politiques qui se battent derrière Patrice Talon depuis 2015 à ce jour. Il faut faire attention. Le Conseil des ministres, le relevé, les deux, n'ont pas dit que les gens ont été nommés cumulativement avec leurs fonctions. C'est très important. On ne l'a pas dit. Donc, je suppose qu'ils quittent leur ancienne fonction pour devenir ministre conseiller. Maintenant, si par hasard, ils devaient cumuler, bon, c'est le chef de l'État qui décide de là où il les a mis, s'il faut qu'il cumule ou pas. Mais ce serait encore un autre problème parce que les gens m'ont dit, mais d'autres veulent le poste. On donne 2, 3 postes à la même personne et les autres n'en ont pas. Maintenant, pour ce qui concerne les jeunes, nous allons peut-être revenir dessus. La journée internationale de lutte contre la corruption a consacré, n'est-ce pas, les jeunes, pour qu'on puisse faire en sorte que les jeunes puissent travailler à l'effet de faire en sorte que la corruption, à défaut de cesser, puisse reculer dans nos pays respectifs. Nous allons en parler tout à l'heure. Tout à fait. Mais les jeunes n'ont qu'à prendre patience. Il faut être honnête. Ils n'ont qu'à prendre patience. On dit souvent que la personne âgée qui est assise voit plus loin que le jeune qui est debout. Ça veut dire qu'il faut un peu d'expérience.
Il y a des jeunes qui veulent tout de suite aller prendre les responsabilités, mais qui n'ont pas encore ce qu'il faut comme expérience, ni comme formation pour occuper ces postes. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont prêts à le faire, mais il faudrait que les jeunes prennent patience. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi d'une volonté politique aussi, au-delà de tout? La volonté politique sera au rendez-vous quand on se rendra compte que ces jeunes-là ont effectivement fait leur expérience, ont la possibilité aujourd'hui de diriger les postes qu'on peut leur confier. En attendant qu'ils acceptent d'être à côté, n'est-ce pas, de leur aîné pour faire leur expérience, quitte à prendre la relève par la suite. Voilà ce que je peux dire sur ce domaine-là précisément. On va alors maintenant entrer dans le vif du sujet, parler de la lutte contre la corruption. D'abord, le 8 décembre dernier, il y a eu la célébration nationale de la lutte contre la corruption et le 9, la célébration internationale de la lutte contre la corruption. Avant de parler de l'international, on va parler sur le plan national. Quel est votre avis sur l'état, ou bien quel état des lieux pouvez-vous faire, quel bilan peut-on faire sur la lutte contre la corruption depuis l'avènement de Patrice Talon? Quel bilan peut-on faire? Merci. Quand on me pose la question de dire quel bilan peut-on faire sur la lutte contre la corruption pour telle ou telle période, je dis que une telle question ne mérite pas une comparaison en tant que telle. La corruption sévit depuis la nuit des temps. Quand vous prenez même les livres saints, Torah, Bible, quoi là pour les islams, le Coran, vous trouvez des passages et des versets qui parlent de la corruption et de comment il faudrait faire pour lutter contre la corruption. Quand vous allez au niveau des religions endogènes et que vous interrogez les prêtres des religions endogènes, ils vous diront qu'il y a des dispositions qui sont prises pour lutter contre la corruption. Donc la corruption existe depuis la nuit des temps. Notre pays a été indépendant sur le plan international en 1960. Mais depuis 1960 jusqu'à 2016, puisque c'est l'exemple que vous donnez, il y a eu des gouvernements successifs qui ont travaillé dans ce pays. Et chacun des gouvernements a essayé de faire ce qu'il peut pour lutter contre la corruption. Je vous donne l'exemple simple de 1964. Le président Aromandek Betormekin déjà a pris à bras le corps le problème de lutte contre la corruption avec la prévention et tout ce qu'il faut. Au niveau de la période révolutionnaire, vous savez qu'en 1972, le commandant Mathieu Kérékou à l'époque, qui prend le pouvoir le 26 octobre 1972, a donné la phrase célèbre que vous connaissez. Je gagne 15 francs par mois. C'est ma solde. Elle me suffit. Je veux que vous compreniez que dans ce pays, il y a eu des politiciens qui gagnaient inutilement chacun 25 francs. À partir du 26 octobre 1972, les 75 francs resteront dans la caisse de l'État. Ça commence. Puis, au cours de cette période, vous le savez très bien, il y a eu des décrets qui sont pris pour sanctionner le rançonnement au niveau des voies publiques. On a radié de la fonction publique des policiers, des gendarmes et autres pour avoir pris 200 francs. On a radié de la fonction publique des agents qui sont reconnus corrompus. Et vous savez qu'à l'époque, au Conseil des ministres, il y avait gong, qu'on sonnait. À l'issue de la séance, la commission d'enquête a donné les résultats. Si après, telle personne est reconnue coupable de ceci, cela, radié, etc., etc. Donc, chacun a fait. Au moment de la période démocratique, c'est-à-dire après les assises, n'est-ce pas, de la conférence nationale de 1990, le président Soglo est arrivé. Il a dit, je vais faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie nationale. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Le président Kérékou est revenu en 2000, en 1996. Puis, il a mis en place la cellule de moralisation de la vie publique. Laquelle cellule de moralisation de la vie publique a conduit à faire ce que vous savez, en 1998, la mise en place du Forum
national de lutte contre la corruption qui a réuni tout ce que vous savez, les partenaires techniques et financiers, l'État béninois, la société civile, le secteur privé pour faire le diagnostic de la corruption et proposer des mesures à prendre pour aller de l'avant. Le président Boni Yayi est arrivé, il a fait la marche verte, il a fait ce qu'il a pu. On a pris un décret 2004, puis confirmé 2008, pour mettre en place l'Observatoire de lutte contre la corruption, qui avait toutes, je répète, qui avait toutes les prérogatives du Haut Conseil, du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, plus le décret existe, c'est un décret de 2008. Il faudrait le voir. Qu'est-ce que cet observatoire avait et que le Haut Commissariat n'a pas aujourd'hui? Le Haut Commissariat n'a pas le côté, comment dirais-je, curatif aujourd'hui. C'est-à-dire? Il n'a pas le côté répressif, il n'a rien à voir avec la répression, il n'a rien à voir avec la répression. Alors que l'Observatoire de lutte contre la corruption avait le côté préventif, avait le côté de préparer les dossiers pour pouvoir aller, n'est-ce pas, à la répression. Et ça dit que le Haut Commissariat n'a pas sa place? Non, elle a sa place. Elle a bien sa place, il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Ensuite, en 2011, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a créé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Laquelle autorité a tout le volet préventif et tout le volet curatif. Et quand cette loi a été prise, les experts des Nations Unies, qui justement sont à la base de la Convention des Nations Unies contre la corruption, signée le 31 octobre 2003 à Mérida, sont venus ici au Bénin pour accompagner les autorités afin de mettre en place cette loi. Donc, chacun a fait ce qu'il a pu. Puis, le 9, la loi 2020-9 du 23 avril 2020 portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption est arrivée. Donc, chacun fait ce qu'il a pu. On ne peut pas dire X a fait mieux que Y, Z a fait plus ou moins. Chacun fait ce qu'il fait. C'est une course de relais. Mais on a la criette aujourd'hui aussi. Oui, mais la criette, quand on compare le nombre de cas traités pour lutter contre la corruption au niveau de la criette par rapport aux anciens tribunaux de première instance, quand on compare en 5 ans ce que les 14 autres tribunaux de première instance ont fait dans le domaine de la lutte contre la corruption par rapport aux 5 ans de la criette, les chiffres sont là. Les chiffres sont là, messieurs. C'est des choses qu'il faut savoir. Le président de la criette même a fait une communication pour donner les chiffres. Il n'y a pas matière à crier pour dire qu'il y a problème autrement. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Baptiste Elias, oui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne ressentez pas dans la psychologie des Béninois une volonté d'être moins corrompus? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui, y compris même mes amis du Haut Commissariat à la corruption, que les gens n'ont plus peur aujourd'hui d'aller devant la criette. La criette ne leur fait plus peur? Non, ça ne fait plus peur. Et c'est simple, il faudrait expliquer. Vous pensez malgré les lourdes peines qui sont Mais prononcées? Oui, ça ne fait plus peur. Je vais vous donner la raison pour laquelle c'est comme ça. Premièrement, l'être humain commence par s'habituer et commence par prendre le pli quand les choses commencent par se présenter. Vous savez bien que la peine de mort existe dans beaucoup de pays. Et pourtant, on dit, si vous volez, on va vous tuer. Les gens continuent de voler. Mais est-ce que selon vous, oui, le fait que ces populations ou ces gens n'aient plus peur d'aller devant la criette, de se faire juger, avoir de lourdes peines de condamnation, d'emprisonnement, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a une situation qui se pose, une situation financière, les difficultés que rencontre la population par rapport à la cherté de la vie, par exemple? Est-ce que ce n'est pas ça qui leur donne cette force-là, ou ce courage-là, ou cet entêtement-là, d'aller de toujours continuer à faire de la corruption, à corrompre aussi, et jusqu'à aller devant la criette? Il y a hélas
beaucoup de familles qui encouragent leurs enfants à faire la corruption. C'est hélas ce que nous constatons. On dit, on vient de te nommer à ce poste-là. Hein. Fais vite, d'ici 2 ans, on va t'enlever. Allez, tu as vu, celui qui était avant toi là, il a déjà acheté voiture. Il a construit 2, 3, 4 villas. Il a fait ci, il a fait ça. Prends ta part en même temps avant que le contraire ne puisse se faire. Deuxièmement, on dit, l'unité de compte de corruption, il ne faut plus que ce soit des nions. Ce n'est plus de millions. C'est des milliards. C'est le yard. C'est le yard. Et tenez-vous bien, un seul milliard, je dis bien un seul milliard, ça fait 1000 millions. 1000 millions égale 1 milliard. Quand quelqu'un va là-bas, il prend 2 milliards comme ça, il va le planquer quelque part. On le prend, on lui donne 10 ans de prison. On lui donne 15 ans de prison. Bon, il est là-bas. Et c'est dans ce montant-là qu'il va sortir pour pouvoir arroser les gardiens de prison pour pouvoir vivre un peu plus aisément dans la prison. Ah bon, ça se fait? Absolument. Ça se fait? Absolument. Peut-on alors dire Je n'ai pas fini, madame, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors, quand il finit de faire ses 10 ans, il sort. Il lui reste encore beaucoup d'argent pour vivre tranquillement sans rien faire. Je vous donne un exemple. Celui qui a pris un seul milliard, je dis bien un seul milliard, ça fait 1000 millions. S'il dépense 1 million par mois, vous qui êtes là, vous ne dépensez pas 1 million par mois. Vous ne dépensez pas 1 million par mois. S'il lui dépense un seul million par mois, il va vivre sans rien faire pendant 88 ans. Donc s'il prend 2 milliards, vous savez ce qu'il c'est. C'est ça ce qui fait qu'ils n'ont plus peur. C'est ça la réalité. Voilà. Moi, j'aimerais demander alors, ce qui veut dire, est-ce qu'on peut, par rapport à tout ce que vous venez de dire, conclure que malgré la présence de la criette, la corruption prend de l'ampleur au Bénin? Malheureusement, on n'a pas encore évalué la situation, mais on se rend compte que, hélas, la corruption est toujours présente sur le terrain et dans les mœurs et dans la pratique. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Qu'est-ce qui pourrait justifier d'abord ce caractère teigneux? D'abord, le comportement de l'être humain. L'être humain a le goût du nouveau et du renouveau. L'être humain a le goût de la facilité. L'être humain qui n'a pas reçu une éducation pour le respect du bien public pense toujours qu'il faut s'adonner à prendre le bien public comme étant son bien privé. Voilà les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Et mieux, dans la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, il était prévu à l'article 31 et suivant qu'on puisse lutter efficacement en ce qui concerne le conflit d'intérêts. C'est-à-dire? Conflit d'intérêts signifie que si vous occupez un poste donné et que vous avez intérêt dans une société, dans une structure, dans toute autre chose, cette structure-là, cette autre chose-là n'a pas le droit de venir compétir pour gagner le marché pour lequel vous avez la décision en main. Hélas, beaucoup de cas de conflit d'intérêts se posent et ce sont des milliards qui sont en jeu, mesdames et messieurs. Voilà le problème qui se pose. En abrogeant la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, rien n'est prévu pour sanctionner les conflits d'intérêts aujourd'hui. Rien n'est prévu pour sanctionner. Comment? Au Bénin, oui. Au Bénin, pour sanctionner les cas de conflit d'intérêts. Oui. La loi a été abrogée depuis le 23 septembre 2020. Et puis, voilà, il n'y a plus rien aujourd'hui qui puisse permettre de sanctionner les conflits d'intérêts qu'on va constater ou pas pour pouvoir faire le travail. Alors que le conflit d'intérêts fait partie des infractions connexes à la corruption qui est traitée de la même façon que la corruption elle-même. Cela n'empêche pas de faire les évaluations, de faire le travail qu'il faut. Oui, le travail va se faire, les évaluations vont se faire. Ça limite. Mais est-ce que vous n'avez pas noté des efforts de Patrice Talon dans cette lutte contre la corruption? Quel effort? Dans la lutte contre la corruption. J'ai dit tout à l'heure que tous les présidents de la République qui se sont succédés depuis 1960 ont fait des efforts, chacun en ce qui le concerne. Il y a pas de particularité sur la lutte contre la corruption est une course de relais. Chacun court jusqu'à un niveau donné
il remet le relais à l'autre. L'autre continue, ainsi de suite. Mais oui, après le président Patrice Talon, celui qui viendra continuera le travail. Mais lui, il a pris le relais. Mais depuis qu'il a pris le relais, est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a eu amélioration ou régression? Avec la dématérialisation, avec amélioration ou régression sous ce mandat? Pour prendre son casier judiciaire, par exemple, en ligne, c'est facile, alors qu'autrefois, par exemple, il fallait aller voir un agent, il fallait soudoyer quelqu'un, il fallait... vous connaissez quand même tous les tracasseries à ce niveau-là. Vous me provoquez. Et je sais que c'est votre rôle de me provoquer. Non, je ne vous provoque pas. Non, c'est pas méchant. C'est votre rôle de me provoquer. Mais ne dites pas ça. Parce que, à l'ère du président Patrice Talon, le fait d'avoir abrogé la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 a réduit sensiblement des peines à accorder à ceux qui sont poursuivis pour cas de corruption. Donc, on peut dire qu'il y a régression. Moi, je dis officiellement qu'il y a régression. Et je peux apporter les preuves si vous me donnez le temps tout de suite pour le faire. On aura d'autres occasions. Bon, alors, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'ai dit que vous m'avez provoqué. Mais vous m'avez provoqué pas méchamment. Mais si vous voulez, nous allons sortir les textes qui prouvent ce que je suis en train de dire. Tenez, le Fonds monétaire international est arrivé au Bénin et a fait le diagnostic au Bénin, a sorti le rapport février 2023. Dans le rapport, le Fonds monétaire a dit très clairement, comme conditionnalité, 1. Qu'il faut prendre un décret pour donner la liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Parfait. Le décret a été pris en septembre 2024. Mais, contre toute attente, aucune sanction n'est prévue pour celui qui n'aurait pas fait la déclaration de patrimoine. Aucune sanction n'est prévue pour celui qui aurait fait une fausse déclaration de patrimoine. Alors que dans la loi 2011-20, du 12 octobre 2011, des sanctions sont prévues. Premièrement, pour celui qui n'aurait pas fait la déclaration de patrimoine, on lui retire 6 mois de son salaire. Celui qui aurait fait une fausse déclaration, il peut aller en prison pour faire 5 ans de prison. Alors, quand vous prenez un test où il n'y a pas de sanction, je peux faire comme je peux ne pas faire. C'est ça, c'est du concret. Je continue. En 2016, je répète 2016, à la demande du gouvernement, Transparency International, sous financement du Fonds monétaire de l'Union européenne, a fait un travail sur le système national d'intégrité au Bénin, sur les 13 piliers. Le gouvernement Talon. Tenez-vous bien. Le 30 novembre 2016, le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, a approuvé tout le rapport et a approuvé tout le contenu du système national d'intégrité. Je répète, le 30 novembre 2016, président Patrice Talon était là. Ils ont prévu, dans le document approuvé par le gouvernement, qu'il faut que, 1, on renforce le pouvoir de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Ce qui était là déjà est déclaré insuffisant. Donc, il faut le renforcer. 2, ils ont dit il faudrait que la déclaration de patrimoine soit faite et rendue publique. 3, le protocole de la CEDEAO du 21 décembre 2001 portant lutte contre la corruption avait prévu déjà que la déclaration de patrimoine va se faire et par l'agent lui-même, et par son ou ses conjoints, et par son et ses enfants mineurs. Dans le décret de septembre 2024 pour la déclaration de patrimoine, on dit que c'est seulement l'agent qui va faire la déclaration de patrimoine. Et la déclaration de patrimoine, contrairement à ce que le Fonds monétaire international a demandé, à ce que le système national d'intégrité a demandé, ne sera pas publié. Et vous me dites qu'il y a avancé? Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a avancé, les amis. Est-ce qu'il y a espoir, est-ce qu'il y a espoir qu'au Bénin, est-ce qu'il y a espoir qu'un jour au Bénin, on puisse dire que la corruption est abolie? Non.
nulle part au monde, la corruption ne sera jamais abolie totalement. Parce que c'est l'effet des hommes. Mais la prévention, l'éducation à donner peuvent permettre à ce que, à défaut de cesser, la corruption puisse reculer ainsi un peu partout. Je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, la jeunesse. Oui, et la jeunesse. Je vais y aller, puisque allez-y alors. On a vu le Haut Commissariat à la prévention de la corruption cette semaine qui a effectué quand même des tournées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Très bien. Très bonne idée. Et c'est en phase avec le thème international, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Absolument. Depuis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et l'Observatoire de lutte contre la corruption et le Front des organisations nationales contre la corruption et d'autres structures ont déjà commencé par sensibiliser les jeunes au niveau des écoles, au niveau des CEG, au niveau des universités, pour que les jeunes prennent à bras le corps la lutte contre la corruption pour en faire leur credo. Mieux, le FONAC sur financement de l'USAID a réussi même à inscrire dans les écoles des thèmes de gouvernance et de lutte contre la corruption à des endroits précis qui permettent à ce que, 1. Les élèves et étudiants, les élèves et écoliers plutôt, puissent lire ces messages tous les jours qui viennent à l'école. 2. Les enseignants puissent lire tous ces messages qui viennent à l'école. 3. Les parents d'élèves puissent lire tous ces messages dès qu'ils viennent à l'école. 4. Les vendeuses et autres usagers de l'école viennent lire tout ce qui est prévu là. Donc ça se fait. Et comme on le dit souvent, c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a continué de faire ce que nous faisions avant. C'est à leur actif. Il faut les féliciter. Il faut demander à tous les Béninois, quels qu'ils soient, jeunes, moins jeunes, adultes, femmes et autres, de soutenir cette action engagée par l'autorité, par le Haut Commissariat par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, pour que les élèves, les écoliers, les étudiants puissent prendre conscience qu'il faudrait faire en sorte que ça puisse aller de l'avant. Mais, aller sensibiliser les élèves, les écoliers, les étudiants aujourd'hui, et oublier ceux qui sont aux affaires et qui font la corruption, ce ne serait pas une bonne chose. Il faut trouver les moyens de sensibiliser ceux qui sont actuellement aux affaires afin que la corruption puisse régresser sensiblement et qu'on continue concomitamment l'action au niveau des écoles, des élèves et des étudiants pour que ça puisse prendre comme nous l'aurions souhaité.